Deux mots sur le constat loi Elan. 4 millions de mal logés, on connaît les chiffres. On voit également des choses qui sont extrêmement pénibles, le retour des bidonvilles. On voit des ménages qui travaillent mais qui ne gagnent pas assez pour pouvoir accéder au logement social. Ce problème du mal logement en France, c'est quelque chose qui pourrait être résolu. Ce n'est pas une fatalité. Nous sommes un des pays les plus riches de la planète qui dégage des bénéfices considérables, 90 milliards annuels pour le CAC 40 la dernière année. Donc, une loi logement, c'était l'occasion de résoudre cela. C'était aussi un magnifique sujet pour un gouvernement de marquer son passage, mais ce projet de loi, il ne résout rien. Il est même en contre-productif. Et c'est une régression socialement dans l'approche que l'on a de l'urbanisme. Ce que l'on veut, c'est que cette loi elle réussisse, qu'elle ait l'ambition de répondre aux problèmes de la société. Et nous voulons, et c'est l'objet de cette journée, c'est que cette loi réussisse, qu'elle évolue, que les débats parlementaires soient l'occasion d'écouter la société civile. Le gouvernement ne nous a pas écoutés, mais il faut que les parlementaires nous écoutent. Il faut qu'ils écoutent les organisations et les acteurs qui sont ici aujourd'hui et les autres, dont le rôle est de réfléchir à comment produire une vie meilleure. Nous avons un certain nombre d'organisations aujourd'hui, je pense qu'il y en aura peut-être une ou deux qui vont nous rejoindre. D'autres organisations donc, nous soutiennent, ont participé à nos travaux préliminaires et sont dans les manifestations en région. Parce que la population française vieillit, parce que le nombre de personnes en situation de handicap augmente, parce que l'allongement de la vie, parce que ceci, parce que cela, on est maintenant parmi les 3 pays européens à n'avoir des ascenseurs qu'à partir du 4e étage, comprenne qui pourra. Alors on nous dit 90% de ces logements seront évolutifs. Simplement le gouvernement, après 9 mois ou 10 mois de discussion, j'oserais dire de palabres, est infoutu de définir un logement évolutif. On risque de se heurter à des phénomènes de discrimination entre une famille de personnes valides et une famille où il y a une personne en fauteuil roulant comme moi. Le choix sera vite fait. Cet article 18 du projet de loi Elan est une véritable régression pour les personnes en situation de handicap. La façon de construire dit beaucoup de notre société. Et on voit bien que diminuer le nombre de logements construits préfigure la considération que le gouvernement a pour les citoyens en situation de handicap. Cet article 18 est en totale contradiction avec plusieurs politiques publiques du gouvernement. Notre secrétaire d'État chargé des personnes handicapées souhaite, et on le salue, que les personnes en situation de handicap puissent vivre chez elles et dans la cité. On voit bien le paradoxe de cette loi et des enjeux sociétaux qui sont devant nous. Comment voulons-nous que les personnes, même les plus dépendantes, qui aspirent à vivre chez elles, puissent le faire si on diminue drastiquement le nombre de logements accessibles et si on ne consent pas à descendre de R+4 à R+3 l'obligation qui déclenche l'obligation d'ascenseur. Sur la question des quotas, le défenseur des droits lui-même invite à réfléchir sur le caractère discriminatoire de cette loi. Un quota, ça signifie qu'on assigne une place prédéfinie à des citoyens en situation de handicap. Les personnes valides ne l'accepteraient pas un seul instant. Donc c'est l'ensemble de cette philosophie du projet de loi Elan que l'on dénonce. On pourra revenir sur d'autres articles si on le souhaite, mais cet article 18 est très emblématique, en tout cas pour le secteur du handicap. Une mobilisation aussi rapide pour les étudiants en architecture, c'est du jamais vu, d'autant plus que ça fait plusieurs décennies, voire même
peut-être depuis 68, que les étudiants en architecture ne se sont pas mobilisés nationalement. C'est dire l'importance ou la gravité de la situation. Inutile de préciser donc que les étudiants sont inquiets. Ils sont inquiets d'une part pour leur avenir professionnel. Eux qui passent une partie prépondérante de leur cursus à étudier le logement social, à étudier le logement pour tous, à apprendre à concevoir de vrais espaces de vie, de qualité, à construire mieux et moins cher, n'est-ce pas là ce qu'on cherche à faire? Se voient retirer la construction de ces logements. Mais les étudiants en architecture de demain sont aussi inquiets pour l'avenir de la France et de ceux qui y habitent. Alors aujourd'hui, les étudiants se mobilisent. Ils appellent à multiplier les rencontres, les débats publics, les discussions, afin de rendre à l'architecture ses valeurs d'ambition, de qualité, de reflet de notre culture. Alors, bon, la loi Elan, je dirais, ça y est, bon, on y est, quoi, depuis le temps qu'ils en rêvaient, les majors, les Bouygues, les Vinci, les Eiffage. Depuis 15-20 ans, ça revient régulièrement. Et bien là, on y est, là, voilà, on globalise, on va globaliser les marchés, faire de la conception-réalisation. Dans l'ordonnance de 75 déjà qui prévoyait une dérogation pour les bailleurs sociaux de faire de la conception-réalisation, les offices HLM, etc. Et bien, on la prolonge jusqu'en 2021. Et il y en a évidemment qui rêvent de l'avoir pérennisé tout le temps. Donc ça veut dire que ne fait plus, que les petites entreprises comme nous ne peuvent plus accéder à l'appel d'offres. Elles vont être à la merci des gros, et les gros qui d'abord se dirigent vers des travailleurs détachés ou vers des travailleurs d'entreprises à l'étranger qui forcément travaillent moins cher. Alors évidemment, ça n'empêche pas que les entreprises locales peuvent avoir des marchés, mais toujours moins chers, etc., etc. Et puis il y a la loi MOP, l'aménagement de la loi MOP, ça veut dire que donc, les petites entreprises comme nous ne pourront plus accéder au marché public. Voilà. Alors, leur slogan de construire mieux, plus vite et moins cher, on l'a tellement entendu. Alors c'est vrai que les gros, les majors, plus vite, oui, ça ils peuvent le faire. Mieux et moins cher, on a vu les exemples déjà locaux en France. Dans les pays anglo-saxons, c'est la catastrophe, ils y reviennent et ils veulent revenir justement à allotir par l'eau séparée parce que c'est une catastrophe. Alors, nous, on ne comprend pas, quoi. C'est vraiment, pour l'aménagement du territoire, c'est ce qui fait vivre les petites villes, les villages. Ce sont bien les petites entreprises. Et là, bon, on va passer, comme on dit, nous, dans notre jargon, à la moulinette, quoi. Et les gros, on les connaît en entreprise générale, mais eux, là, ils auront tout, conception, réalisation, maintenance, financement. Et évidemment, nous, on ne peut pas, nous, les concurrencer, quoi, parce qu'on n'aura pas une banque qui va nous prêter à nous pour répondre à un marché global. Voilà ce qui nous fait, c'est très terre à terre, mais voilà ce qui nous fait le plus peur dans cette loi Elan. Nous, on observe de plus en plus, si vous voulez, dans les gros chantiers de logement, notamment la production de logements sociaux, une baisse de la qualité des logements produits. De plus en plus de, comment dirais-je, de défauts, de malfaçons, avec des promoteurs qui vendent hors toute cabane des logements en VFA et qui vont profiter, c'est faire une plus-value justement sur ces logements et sur une certaine forme de gentrification qui va chasser les classes populaires encore un peu plus loin. Donc pour nous, la loi Elan est vraiment de ce point de vue-là, nous fait faire marche arrière et nous amène une société socialement de plus en plus segmentée, une ville discriminante. Alors après, il y a d'autres aspects qui vont renforcer un peu pour nous dans la loi, qui renforcent cette tendance, c'est-à-dire que, par exemple, les ménages les plus pauvres vont être expulsés plus rapidement et seront, paradoxalement, sont moins aidés par les dispositifs de secours en cas d'impayé de loyer. Bon. Or, on nous présente le projet en disant, voilà, on va améliorer les dispositifs, mais pas du tout. C'est les ménages les plus pauvres qui vont avoir le plus de difficultés à rentrer dans les clous des dispositifs de prévention, par exemple.
On va avoir aussi la question du bail mobilité qui va impacter durement les nouveaux locataires, les futurs locataires, et qui a pour objectif au fond d'accroître la rente locative, le revenu locatif, puisque les bailleurs, les investisseurs vont alterner, si vous voulez, avec le bail mobilité qui va leur permettre d'augmenter les loyers à chaque relocation, et avec la location touristique, les Airbnb. Donc là, on voit bien que le bail mobilité est fait pour augmenter la rentabilité locative et suivre ce processus de valorisation, de spéculation immobilière et foncière qu'on connaît dans notre pays et que la loi Elan va augmenter, nourrir très clairement. De la même façon que le détricotage de l'encadrement des loyers aussi révèle assez bien les objectifs du gouvernement, une certaine forme d'hypocrisie. Parce que non seulement ils détricotent, mais en plus ils disent oui, on va renforcer les sanctions contre les bailleurs sociaux qui n'appliquent pas l'encadrement des loyers. Enfin, comme ils détricotent et que l'encadrement des loyers va s'appliquer de moins en moins, bah forcément, on est là face à une mesure d'affichage, quoi. Oui, la marchandisation du logement social. Alors là, un grand pas en avant pour les milieux d'immobilier qui vont, on peut dire les requins de l'immobilier, la tournent autour du logement social. Il y a 4,5 millions de logements à valoriser, on peut faire du fric avec ça, et c'est clair que la loi Elan avance dans ce processus. Donc si vous voulez, pour nous, c'est une loi, oui, c'est une loi, ils ont écouté personne, je dirais, sauf les milieux financiers, les milieux d'immobilier, et les ténors du bâtiment. Voilà, si on doit résumer les choses. Donc une crise du logement, une loi qui menace d'aggraver la crise du logement. Bon, c'est évidemment un ratage historique, hein, cette loi, c'est simple, hein, mais qui vient de loin, hein, qui vient, je ne vais pas faire toutes les étapes, mais ne serait-ce que la première, qui est à notre sens évidemment la fameuse loi Barre de 77, par laquelle débute le désengagement de l'État, avec la fameuse diminution de l'aide à l'empierre au profit de l'aide à la personne. Donc des engagements de l'État signifie que naturellement les HLM doivent trouver des ressources propres, donc ça commence là et c'est en quelque sorte le parachèvement là qu'on voit, auquel on assiste, qui constitue l'objectif et naturellement la financiarisation, la rentabilité du logement. Maintenant c'est clair, la France s'y attaque aussi, le logement est un business comme ailleurs. Hein. Bon, c'est un massacre qui a donc commencé en 77, dans la loi Barre, au cours des débats, il y a eu quand même, dans l'exposé des motifs, il a été dit que le Français, maintenant, devait payer lui-même son logement, devait se rendre compte du vrai coût du logement. Donc c'était déjà se loger soi-même, ne plus rien attendre de l'État. Donc on voit que ça vient de très loin. Donc c'est naturellement une aberration de détruire le logement social alors que seulement 17% des Français sont logés dedans et que je rappelle quand même que 60% de la population est éligible. Donc déjà rien que ce gap, on se demande comment on ne travaille pas essentiellement à le combler plutôt qu'au contraire à l'élargir. Nous appelons naturellement à la construction massive de logements et non pas à la vente des HLM. Je ne peux pas m'empêcher naturellement de parler du cas anglais. On sait ce que Thatcher a fait au logement social en Angleterre avec la fameuse Right to Buy et son objectif de capitalisme familial qui a conduit à la vente de quand même plusieurs millions de logements et une génération après, les chiffres sont là, la moitié des logements HLM vendus aux personnes qui y habitaient sont actuellement dans le privé, au prix du privé anglais, que je ne vais pas relater ici, que vous connaissez. Donc il y a quand même un précédent, il y a un exemple outre-Manche qui est très parlant. On va en train de le suivre, c'est une évidence, et cette loi est en train de nous y amener franchement à marche forcée. La loi prétend obliger les petits organismes HLM à se regrouper. Il y aura donc là un problème également de démocratie locative, parce que qui dit regroupement des HLM dit moins de sièges de représentation des locataires, ce qui est quand même grave. Il faut aussi penser à ça. Nos propositions, c'est simple, hein. Nous avons édité une brochure que je laisse à la disposition de tout le monde, donc nous militons actuellement pour un service public du logement, accessible à tous, abordable, avec une vraie réflexion sur ce qu'est la notion d'un logement abordable.
Actuellement, le taux d'effort, c'est-à-dire la part des revenus des locataires, pas uniquement des locataires d'ailleurs, des Français consacrés à leur logement est bien trop élevé. 20%, ça peut être déjà extrêmement difficile pour certains revenus. Le revenu médian des Français, je le rappelle, est 1400, 1500 euros, c'est-à-dire que la moitié des Français gagnent moins. D'accord, avec un taux d'effort, une participation des revenus à hauteur de 20 à quand même 70% dans certains cas. J'ai des cas de locataires qui consacrent 70% de leurs revenus à se loger, sans que ce soit naturellement un logement forcément confortable. À propos, concernant la qualité des logements, il est bien évident, nous voyons tous les jours, que les normes sont beaucoup plus respectées dans le logement social, l'entretien, en général mieux assuré dans le logement social. Donc cette destruction du logement social, c'est vraiment une aggravation de la situation des locataires, pas seulement financièrement, mais aussi la qualité de vie dans leur logement. Et naturellement, je ne vais pas répéter ce que dit mon collègue de l'APF, nous soutenons à fond les revendications des personnes handicapées quant aux normes, à l'abaissement malheureusement des normes qui est prévu par cette loi. Un élément choquant est la négation des qualités du concours. Or, le concours est complètement le moyen d'innover, le moyen d'adapter les logements aux nouvelles fonctions, aux nouvelles façons de vivre, aux nouvelles familles. Et cette perte du concours, c'est la perte de la qualité fonctionnelle du logement. Autre point un peu plus technique qui tracasse les architectes, c'est la perte de la mission globale. Aujourd'hui, un architecte fait son projet de l'esquisse jusqu'au chantier. Et il y a une complète interaction entre un chantier et l'esquisse d'après, c'est-à-dire que le chantier est la façon d'aller au bout de son architecture, mais c'est aussi la façon d'avoir un vrai savoir-faire pour le permis d'après ou pour la conception d'après. Et cette perte de mission globale est une perte non seulement de travail pour l'ensemble des équipes et l'ensemble des agences, mais à terme une perte de savoir-faire. Et nous militons au syndicat d'architecture pour travailler sur des modes de passation de marché qui soient des modes intelligents, qualitatifs, pour ce qui est aussi bien des marchés publics que des marchés privés. Bon, il ne s'agit pas de s'arc-bouter sur des droits acquis et de vouloir défendre forcément des positions corporatistes parce que l'architecture, le logement, la construction sont bien évidemment à une échelle beaucoup plus large que ceci. Sur l'esprit du projet de loi Elan, il y a deux manières de voir le projet de loi Elan. Il y a soit dans son détail des articles, je vous invite à lire tous les articles toutes les réflexions qu'on a pu produire sur le sujet et ses dangers, soit sur l'esprit du projet de loi par lui-même. Aujourd'hui, l'esprit du projet de loi, c'est le risque de captation, de disparition de toute une culture qui s'est construite pendant près de 50 ans, avec un savoir-faire des entreprises, des cabinets de maîtrise d'œuvre, des agents de maîtrise d'œuvre, des entreprises, etc. Et à travers des règles qui favorisent la maîtrise de l'ouvrage public dans son initiative, sa possibilité de choix, de maturation du projet, et tout sous couvert d'une mesure d'intérêt général, construire vite, mieux et moins cher, c'est tout savoir-faire qui risque d'être balayé et enfermé dans un système financier où, en définitive, l'important sera d'avoir une marge sur la construction par elle-même. Donc, la discussion que nous avons sur le projet de loi Elan, c'est vraiment article par article pour pouvoir maintenir ces dispositifs qui n'apparaissent pas criants d'enjeux aujourd'hui, mais qui risquent de complètement bouleverser le système. On risque de passer des anciens bidonvilles à des villes bidons, voire des villes boîtes de conserve. On peut le renoter, ça. Ouais, mais il y aura encore les bidonvilles. Il y aura encore les bidonvilles, mais bon. Donc, et tout ce savoir-faire va être dilapidé au profit
de système financier. Jean Nouvel nous disait il y a 2 ans, mais dans la construction, conception, réalisation, où passe l'argent? L'argent ne va pas dans les entreprises, dans les études, il va dans les marges qui sont à produire sur le système économique qui est mis en œuvre. Après ça, donc le travail, les architectes, moi je pense que ce sont une profession il y a une richesse d'observation de la société qui est phénoménale parce qu'on est aussi bien dans les hôpitaux, les crèches, dans toutes les situations. Et c'est extrêmement dommage que le gouvernement n'ait pas saisi la possibilité de concertation. Il y a eu un vol dans cette loi, dans son élaboration, qui a consisté à faire une pseudo-consultation sur Internet au mois d'août, et puis après, ne pas rencontrer justement tous ces observateurs de la société, puis aussi toutes les associations, organisations qui sont présentes ici, pour pouvoir, en catimini, dès le mois de décembre, s'entendre avec les lobbying des majors et des offices, des bailleurs sociaux, pour pouvoir pondre un projet et pas du tout tenir compte des observations et de faire un travail qui permette d'améliorer les choses et non pas de les voler et de détourner au profit de l'intérêt privé. C'est là-dessus, il faut faire vraiment attention. C'est l'argent public dont on parle et tout le contrôle de l'argent public risque de disparaître dans une grande machine à produire de la construction, mais sans réflexion. Nous, on a effectivement regardé la loi parce qu'on a d'abord une présence depuis 1977 dans les territoires, et comme vous le disiez, c'est important aussi, au moment où il faut réfléchir sur des grandes lois comme ça, de se pencher en arrière pour voir ce qui a été fait. On l'a regardé parce que notre métier, c'est pas l'architecte, c'est pas l'architecture, c'est la ville, c'est le territoire. Donc ce qui nous préoccupe, c'est l'habitant. L'habitant de demain qui sera effectivement concerné par la mise en œuvre de cette loi. On regarde cette loi aussi du point de vue d'organisations qui sont dégagées de tout intérêt dans la maîtrise d'œuvre. Ça, c'est la loi qui nous l'impose. Donc aujourd'hui, la position du réseau des CIE, c'est de dire, certes, comme vous, sur bien des points, les objectifs, nous les partageons. Je pense que les enjeux sont quand même mesurés, d'avoir une qualité de logement. Pour autant, qu'est-ce qu'on s'entend par qualité? Qu'est-ce qu'on entend par qualité? Si on se place en arrière, et il faut le faire, c'est vrai que dans les années 77, quand la loi sur l'architecture est arrivée, c'était justement, notamment pour contrebalancer les effets d'une construction un peu rapide, dont on avait eu besoin à un moment donné. Cette construction un peu rapide, c'était pour répondre, je dirais, à un besoin de nombre. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait, bien entendu, dans la même configuration, mais on a cette même préoccupation de construire en grand nombre des logements pour les Français. Et il y a cette croyance qu'en simplifiant les procédures, en raccourcissant les délais, etc., ça sera un gage de réussite, effectivement, dans des logements plus nombreux, mieux construits. C'est de cela dont on doute dans le réseau des CIE, parce que la preuve n'a pas été faite dans d'autres domaines qu'effectivement, pour aller plus vite, si on simplifie les procédures, si on raccourcit les délais, etc., on y arrive mieux. Il y a des actions à mettre en place pour qu'effectivement on construise plus. Il faut donner envie de construire. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une appétence pour non seulement des logements de qualité, mais qu'il y ait une appétence pour des territoires dans lesquels on a envie de vivre, pour des logements dans lesquels on a envie de s'épanouir, de l'habitat qu'on a envie de partager. Donc ce goût de l'architecture, de la construction, l'architecture du quotidien, on ne parle pas forcément d'architecture exceptionnelle, mais ce goût de l'architecture, de la construction qui doit être partagé, il faut le donner, ça c'est quand même à la base, c'est à la source. Et quand on dit il faut le donner, il faut le partager, il faut le cultiver auprès des bailleurs sociaux, il faut le cultiver auprès des élus, il faut le cultiver auprès des habitants. Ça c'est notre métier, mais il n'y a pas que, ce n'est pas que notre métier à nous, il y a d'autres acteurs dans cette logique-là. Logement vétuste et dégradé.
pièces réduites ou mal adaptées. Nous connaissons tous une personne mal logée. Elles sont 4 millions en France. Le logement n'est pas un produit financier, c'est un enjeu de société, un projet citoyen. Ce que vous allez décider peut nous détruire. Faisons du logement la grande cause permanente. Ce blog, c'est Ambition Logement, qui donc démarre aujourd'hui. Et puis, nous sommes disposés à répondre à vos questions. Bonjour, Catherine Sabat-Léco. Après vous avoir tous écoutés, je voudrais savoir, puisque Madame vous avez dit que tout n'était pas à jeter dans cette loi, mais qu'est-ce qui n'est pas à jeter selon vous? Et deuxièmement, sur les concours, en fait, il me semble, à moins que je me trompe, qu'entre 2011 et 2016, c'est-à-dire avant que la loi LCAP remette l'obligation en fait, aux bailleurs sociaux de faire des concours, cette contrainte n'existait plus. Et enfin, il me semble qu'un vœu de la ville de Paris a demandé ou exigé des bailleurs sociaux qu'ils s'engagent à faire des concours et qu'ils ont tous signé. Est-ce que finalement vous ne comptez pas sur les bailleurs sociaux pour résister aussi et puis accepter de garantir cette qualité architecturale que vous défendez? Merci. J'ai oublié aussi, quel est le sort des ABF en fait aussi? Bonjour, Guy Lemay pour la lettre Habitat et collectivités locales. Une question, est-ce qu'on peut expliquer l'absence des HLM à côté de vous? Quand on lit vos documents, on a l'impression que vous prenez fait cause pour le monde du logement social. Et en réalité, on a l'impression qu'il y a une espèce d'opposition qui est liée à un sujet tout à fait subalterne, qui est la question du concours. Lucie Romano, journaliste à l'AEF. J'ai deux questions. L'une porte sur la non-présence de l'UNAM, CAPEB, etc. Vous avez parlé au niveau régional, je voulais savoir ce qu'il en était au niveau national. Et l'autre question, c'est plus rentrer dans les détails des amendements parlementaires. J'en ai vu passer certains, déjà pour la commission des affaires culturelles, je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent pour la commission des affaires éco. Donc si vous pouvez expliquer un peu l'idée de ce contrat, un contrat de maîtrise d'œuvre que j'ai vu passer, enfin voilà, si vous pouvez détailler un peu dans quel sens vous êtes allé... c'est pour nous, ça. Vous avez échangé avec les députés. Merci. Effectivement, les offices d'HLM étaient soumis au concours. Ils ont été sortis en 2011 par un amendement dans la loi Warsmann, qui était une loi fourre-tout, ce qui fait que, en fait, c'est passé complètement incognito. Ça n'a jamais fait l'objet de réels débats. Et ça a été passé à l'époque contre l'avis du gouvernement. Donc, effectivement, on a été très en colère, mais on n'avait plus de vecteur pour arriver à intervenir à ce moment-là. Par contre, c'est très intéressant, parce qu'on a analysé ce qui s'est passé après 2011, et après 2011, on a vu une perte très claire de la qualité de l'innovation je parle, il y en a qui ont bien fait, mais globalement, on a vu les conditions de choix de la maîtrise d'œuvre qui se sont dégradées de façon significative. Les concepteurs ont été choisis au moins cher, ça a provoqué un phénomène de dumping sur tout un secteur de la maîtrise d'œuvre, des pertes massives d'emplois, des pertes, voilà, au lieu de choisir les meilleurs sur le concours et sur le projet, on s'est mis à choisir les moins chers et on a fait une architecture qui était pas terrible. Et à partir du moment où ils n'ont plus été soumis, ils ont absolument arrêté d'en faire pour passer des commandes de prestations intellectuelles comme on passe des commandes de photocopieurs. Donc la loi est utile. Ça revient à ce que vous disiez après sur le mouvement HLM, c'est que, et je réponds à votre question, c'est qu'on a travaillé avec le mouvement HLM jusqu'au démarrage de la loi. On a fait plein de réunions ici avec des représentants de l'USH, des bailleurs, etc., en leur disant quels sont vos problèmes pour voir comment on peut les résoudre. Les questions qui ont été posées à ce moment-là, pour eux, c'était, on avait le débat sur le concours parce que c'était nouveau, ils ne savaient plus le faire parce qu'ils n'en faisaient plus depuis 6 ans. Il y en avait qui étaient très partagés sur la conception-réalisation qui est un des sujets aujourd'hui, mais jamais
les bailleurs n'ont remis en cause la loi sur la maîtrise d'ouvrage public, qui aujourd'hui est démantelée dans la loi ELAN. Par contre, la problématique de la VEFA était un point dur sur lequel on se retrouve. On constate que la VEFA, aujourd'hui, dérape complètement, puisqu'on arrive à 60% de la production de logements sociaux en VEFA. Donc on a un phénomène totalement perverti où l'argent public sert à acheter de la marge aux promoteurs. Le résultat qualitatif est mauvais. L'analyse de l'Observatoire du logement en Ile-de-France le démontre. On voit un différentiel qualitatif entre une maîtrise d'ouvrage directe et un achat d'un logement à un promoteur où on est dans des logiques constructives différentes. Donc ça, c'est un vrai problème, la VEFA, pour les bailleurs. Et eux nous disent ce qu'on fait n'est pas bon en VEFA. Qu'est-ce qu'on fait avec vous aujourd'hui? Alors, je continue. On était bien là-dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on attendait, nous, de la loi, entre autres, c'est que les problèmes de la VEFA soient corrigés. Il n'y a rien sur la VEFA dans la loi. Il n'y a aucune re-régulation de la VEFA. Donc les bailleurs, on a pu travailler avec eux. Le problème que l'on a aujourd'hui dans le projet de loi, c'est qu'il a été établi avec l'USH qui est la représentation nationale des bailleurs. Et le problème, c'est qu'on a des bailleurs qui nous soutiennent, que vous avez pu voir intervenir sur nos médias. On en a eu un certain nombre. Tu parlais tout à l'heure de Michel Attard, mais vous avez la RIVP. Vous signalez qu'à Paris, ils ont signé un truc. C'est qu'on a plein de petits bailleurs, mais qui ne sont pas... leur représentation nationale ne leur permet pas de s'exprimer. C'est la représentation nationale, l'USH, qui porte la parole des bailleurs, notamment auprès du gouvernement. Mais si vous le sollicitez, quand on refera une conférence de presse, on fera venir les bailleurs qui continuent à se bagarrer pour faire du bon boulot. Vous verrez dans nos colonnes, dans nos publications, qu'il y en a un certain nombre. Parce qu'aujourd'hui, l'USH répond que les concours, ça coûte tant. Oui, alors voilà, typique de la fake news. Vous savez, on a des champions en France. Notre ami 500 millions ont coûté les concours, j'ai vu ça. C'est De Normandie qui disait ça en 2016. Ça a coûté 500 millions. Alors c'était super, ils en ont point fait. D'ailleurs, ils n'y étaient pas tenus. Et ça a coûté 500 millions. 500 millions, ça serait tous les concours du monde n'atteignent pas ces chiffres-là. C'est carrément multiplié par 10 000, si vous voulez, le chiffre. Donc c'est n'importe quoi. Quand on parle du coût du concours, le concours, on achète une prestation puisqu'on va avoir un projet. Mais ils ne disent jamais que la conception-réalisation coûte 2 fois plus cher qu'un concours. Un concours se fait sur esquisse, c'est une consultation sur une conception-réalisation qui est aussi indemnisée, et elle se fait à minima sur un avant-projet sommaire, c'est-à-dire sur une prestation qui est plus élevée. Donc ça coûte mécaniquement beaucoup plus cher qu'un concours, et vous ne voyez jamais ça. Vous ne regardez l'étude d'impact de la loi ELAN, c'est de la fake news de A jusqu'à Z. On corrole des éléments qui n'ont aucun lien, et on justifie la destruction de la MOP par l'augmentation de la VEFA. Il y a trop de VEFA, donc on détruit la MOP. Si vous disiez, ça n'a strictement aucun lien. L'augmentation de la VEFA, c'est qu'elle a été dérégulée en 2009, ce que j'ai appris à De Normandie qui ne le savait pas. C'est que les bailleurs sociaux sont tenus à des quantités, à des résultats qui ne sont de moins en moins des maîtres d'ouvrage, de plus en plus des acheteurs. Et c'est tellement plus simple d'acheter plutôt que de s'enquiquiner à faire une construction. Tous ces phénomènes-là font qu'on arrive à généraliser la VEFA. Je te le passe. Sur les amendements, alors pourquoi il n'y a pas la CAPEB et pourquoi il n'y a pas l'UNAM? L'UNAM nous a dit hier qu'elle ne venait pas aujourd'hui. Mais la CAPEB nous a prévenu qu'ils ne viendraient pas à la conférence de presse, mais qu'ils étaient associés à nos opérations, aux opérations en région du collectif. Donc, bien évidemment, le collectif aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, une dizaine d'organisations, mais ce collectif qui se crée, il est ouvert et on va pouvoir, il y en a qui demandent de participer. J'ai eu hier des syndicats salariés, non, alors que là, on a que des syndicats professionnels qui voulaient en faire partie, donc ce n'est pas quelque chose qui est figé aujourd'hui, c'est un démarrage. Et effectivement, on a porté des efforts dès le début de la concertation dans
projet, l'avant-projet de loi. Et c'est assez difficile, même si on a été auditionné au Sénat et pas encore à l'Assemblée. Je pense qu'on ne sera pas arrivé. Alors évidemment, nous, on est un peu menacés, enfin nous non, mais l'avis de l'architecte des bâtiments de France est un peu tourné en dérision par l'article 15, puisqu'il est réduit à un avis simple dans le cas de logement social, dans le cas de construction de logement social et de péril en fait, de bâtiments, d'immeubles en péril exactement. Donc cet article contient un présupposé qui est que l'architecte des bâtiments de France, par son accord, serait un empêcheur de quelque chose qui serait lié à la construction de logements. Alors déjà, les architectes des bâtiments de France sont des promoteurs aussi de la construction de logements. On n'a pas de position par rapport au fait qu'on construise du logement ou autre chose, ou qu'on entretienne le patrimoine. Donc il y a une espèce de décalage dans la vision de nos missions, hein, comme si le patrimoine pouvait s'opposer au logement social. En termes d'idéologie, c'est tout à fait discutable, enfin ça n'a pas été prouvé. Ensuite, pour ce qui est de la portée juridique, on n'a toujours pas démontré le fait que l'accord ou le désaccord, en fait, donc c'est-à-dire l'avis conforme des architectes des bâtiments de France portait un préjudice lourd au fait de construire ou d'aménager dans l'ancien. On a retourné les calculs dans tous les sens et donc sur 400 000 avis, on en a un peu plus de 200 000 par an, sur toute la France. On en a un peu plus de 200 000 qui sont des accords, donc des avis conformes. Et sur tous ces accords, il y en a une poignée, c'est-à-dire vraiment à peine quelques dizaines, qui aboutissent à des refus dans le cadre d'une demande d'autorisation de travaux. Ce qui ne veut pas dire que les projets ne se font pas. Donc on n'arrive pas à saisir, nous, côté Association nationale, et plusieurs d'entre nos partenaires aussi, on n'arrive pas à saisir pourquoi il faut légiférer pour une dizaine de dossiers par an qui ne sont même pas des interdictions de construire, ce sont simplement des interdictions de faire tel projet qui porte le numéro machin dans la ville chose et qui va ressortir de toute façon après une amélioration, puisque en général on arrive toujours à concilier le travail des maîtres d'œuvre, des villes, des bailleurs, etc. Ensuite, d'une manière générale, le logement social tel qu'il est remanié aujourd'hui, là où la souffrance pèse sur la production de logement social. Dans ce que j'en comprends, je n'ai pas de chiffres. Je parle d'une expérience, on va dire, au doigt mouillé, de la consultation de l'ensemble de nos collègues, même si on n'est que 150 en France, on a quand même pas... On discute entre nous, on a du mal à établir, à dresser des chiffres, c'est assez difficile pour nous. Mais d'une manière générale, nos avis ne sont conformes qu'autour des monuments historiques, dans le cadre de la covisibilité. Même si c'est le cas de temps en temps, ce n'est pas quand même le cas le plus courant d'avoir une église du 15e, du 17e, au milieu d'un grand ensemble de plusieurs dizaines ou plusieurs milliers de logements sociaux. Or, la souffrance sur la production de logements sociaux, elle se fait sur le renouvellement des logements qui sont en place, donc souvent en dehors des espaces protégés, donc souvent en dehors de l'avis conforme de l'ABF, ou bien dans des centres anciens, là où il faut revitaliser un centre ancien. Et là, il n'y a pas l'architecte des bâtiments de France versus le logement social qu'il faut mettre dans ce centre ancien. Il y a en général un centre ancien qui souffre d'un déficit de commerce, d'un problème d'adaptation à la circulation contemporaine, etc., de bâtiments qui sont dans des situations de délabrement par défaut d'entretien et qui empêchent tout ça de se mettre en place, c'est-à-dire les services, les commerces, les logements. Donc l'architecte des bâtiments de France, dans ce cadre-là, n'est pas particulièrement un empêcheur de construire le logement social en roue, mais en général plutôt un accompagnateur d'un projet d'aménagement, d'une revalorisation, revitalisation de ce centre ancien. Donc on est évidemment interpellé par cet article 15 pour toutes ces raisons. Et encore une autre raison aussi, c'est que on est quand même dans une situation où on a une aide à la pierre dans les centres anciens et priver tout ce programme, priver cette démarche quand même qui est une distribution d'argent public
d'un avis, d'un accord d'experts, d'un accord d'experts de l'État, c'est considérer le service public de manière bizarre. C'est comme s'il fallait alléger l'intérêt de l'architecture quand on a justement un intérêt majeur de construction de logement social. C'est vraiment très bizarre, avec un apport d'argent public. C'est assez bizarre. Donc cette loi, en fait, et cet article 15, comporte plein de contradictions sur ce que représente le patrimoine, la création architecturale, la qualité du cadre de vie par l'aménagement des espaces, etc., au regard de l'intérêt général que représente le logement social. Il n'y a aucune raison pour laquelle ces choses-là devraient s'opposer. Voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour, là, j'ai repris à peu près les arguments qu'on a pu défendre ensemble. Merci. Je demande aussi à l'État, là, c'est prendre un petit peu de hauteur par rapport au texte de loi comme il est présenté. Et la journée et l'ambition de ce collectif, c'est ça, c'est faisons ensemble. Et je pense que ce qui est très important, c'est cet ensemble. Cet ensemble, c'est pas sans les bailleurs sociaux, c'est pas sans les promoteurs, c'est une équipe pour construire du logement pour la ville de demain. Et donc, de fait, c'est un dialogue qu'on demande, et un dialogue qui n'a pas eu lieu. 15 à 20% de la surface d'un logement a disparu en 10 ans. C'est pas rien, c'est 9 millions de Français en surpeuplement. Ce sont des gens, après, qui décohabitent et qui demandent à nouveau un autre logement. Et tout ça, je pense qu'on est capable de comprendre tous, parce que ça nous touche tous en tant qu'habitants. Donc, il ne faut pas voir ça comme une opposition au mouvement du logement social. Je pense qu'il faut voir ça comme un appel au dialogue et comme une envie de se rassembler ensemble pour créer les conditions de la qualité de demain dans le logement et de répondre aux besoins de tous. Donc l'appel qu'on fait au gouvernement, c'est de prendre cette hauteur nécessaire quand on a une mission régalienne d'État et de mettre tout le monde autour de la table pour garantir ces conditions de qualité d'accès au logement.